Salut tout le monde, petit message du futur. Cette vidéo est en partenariat une fois encore avec NordVPN. NordVPN est une application qui te permet de chiffrer tes données pour te protéger quand tu es en ligne. Bon, à ce stade, vous connaissez déjà beaucoup de différentes utilisations de leur service, mais est-ce que vous savez aussi que vous pouvez par exemple faire des économies sur vos voyages grâce à NordVPN? Si vous allez sur un site de comparateur de prix et que vous comparer les prix, parce que c'est plus ou moins fait pour ça, certains prix peuvent être plus bas de plusieurs dizaines d'euros pour le même service si vous demandez à votre VPN de vous géolocaliser dans un autre pays. Ça s'ajoute à tout ce que vous savez déjà que vous pouvez faire avec NordVPN, regarder des librairies de services de streaming indisponibles dans votre pays, ou au contraire, regarder des catalogues de votre pays quand vous êtes en voyage. Vous savez, ce fameux voyage sur lequel vous avez économisé, voilà. Maintenant vous savez comment ça marche, en utilisant le lien dans la description de la vidéo, vous bénéficierez d'une promotion sur votre abonnement et, comme à chaque fois, vous bénéficierez également d'une garantie satisfait ou remboursée valable dans un délai de 30 jours. Cliquez dessus, ça soutient la chaîne. Merci à toutes et tous pour votre attention et bon coin lecture. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie du coin lecture de juin où nous revenons sur mes lectures de mai. Toujours pareil, petite voix, petite énergie, désolé pour ça, extinction de voix au Geek Ferries à la fin du mois dernier. On se retrouve pour parler des deux derniers livres du mois. En l'occurrence, deux livres que j'ai pas spécialement beaucoup aimés. Vous allez voir, on va rentrer plus dans le détail en commençant par La Maison Biscornue d'Agatha Christie, traduit par, ça doit être marqué là en plus. Mais voilà, traduction révisée de Janine Lévy, c'était écrit juste la 4e de couverture. 3 générations de la famille Léonides vivent sous le même toit, celui d'une vaste maison à rien biscornu. Quand le grand-père, un patriarche richissime et tyrannique, meurt assassiné, tout le monde est soupçonné, même ses petits-enfants. Sophie, la jeune femme rebelle sur le point de se marier, Eustace, rendu taciturne par son handicap qui l'oblige à vivre cloîtré dans la maison, et enfin Joséphine, adorable petit monstre de 12 ans. L'un d'eux aurait-il eu une raison suffisante pour commettre le crime? Alors évidemment, je ne vais pas vous spoiler l'identité du tueur, vous vous en doutez, c'est Agatha Christie, c'est un murder mystery, enfin voilà, c'est un format qu'elle connaît, qu'elle maîtrise et qu'elle fait relativement bien. Je me demande dans quelle mesure la 4e de couverture a pas ruiné mon plaisir, j'aurais peut-être pas dû vous la lire du coup. Je me demande dans quelle mesure la 4e de couverture a pas influencé mon appréciation du livre. Parce que, très délicat d'en parler sans spoiler, donc je vous invite à venir sur Twitch, sur la chaîne Twitch LinksTS demain soir, pour en discuter avec les spoilers, parce que je serai plus complet dans le retour que je vous en ferai. En l'occurrence, j'ai essayé de vous donner un avis sans spoiler quoi que ce soit, sans même effleurer un spoil. Et ça va être très difficile. Ce genre de livre a deux difficultés. Les murder mystery ont deux difficultés. La première, c'est qu'il faut qu'on ne voit pas venir la fin alors que la fin est cohérente. Ça, c'est une grosse difficulté, c'est-à-dire qu'à la fin, on doit se dire « Comment je suis passé à côté ?» mais on doit passer à côté. Ou pas, mais c'est juste que c'est beaucoup moins satisfaisant si à la fin, c'est la personne que tu avais suspectée depuis le début. Et l'autre difficulté, c'est que il faut pas que la fin soit tout le livre. Des très bons Agatha Christie, comme ils étaient dit, c'est Le Crime de l'Orient Express, sont divertissants du début à la fin. Tu te fais retourner la face par la résolution de l'énigme, mais tu t'es éclaté jusque-là. T'étais pas en mode bon, allez, la fin... Allez, vas-y, surprends-moi avec la fin. Ce qui est beaucoup plus le cas pour... c'était un peu ça avec La Nuit qui ne finit pas, mais pas tant que ça, parce que c'était pas tant de l'ennui, c'était plus de l'installation. Et une installation lente, mais une installation efficace. Donc tu t'ennuies pas vraiment pendant La Nuit qui ne finit pas. C'est un peu ça avec Le Meurtre de Roger Ackroyd. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Non, bien meilleur exemple, La Mystérieuse Affaire de Styles. Là, c'était... vraiment, tout le roman, c'est de la mise en place de pions pour... Et à la fin, tada! Donc, du coup, à la fin, ça fonctionne. Mais d'ici, en attendant, t'es là... vas-y, mets les pions, mais raconte-moi quand même un peu une histoire, s'il te plaît. Un peu ça avec La Maison Biscornue. C'est-à-dire que, un peu comme La Nuit qui ne finit pas, au bout d'un moment, tu finis par te rendre compte que t'es dedans. C'est-à-dire que l'histoire, tu croyais que tu t'ennuyais, puis en fait, mine de rien, ça a réussi à t'accrocher. Mais il y a des moments, c'est pas que je croyais que je m'ennuyais, c'est que vraiment je m'ennuyais. C'est-à-dire que
pour moi, il y avait 2 personnages intéressants, et je vais pas vous en parler plus, mais voilà, pour moi, il y avait 2 personnages intéressants. Soit le tueur était l'un des deux, soit on avait un truc méta, genre le tueur est le narrateur, ou le tueur est la femme du narrateur, enfin voilà, un personnage qui est au-delà de tout soupçon, soit la victime n'a pas été victime d'un meurtre, elle s'est suicidée, enfin voilà, soit un gros retournement de situation méta, et encore, j'aurais pas été très satisfait par ça, soit un des 2 personnages en question. Et du coup, tous les autres personnages, il y a vraiment beaucoup de personnages. Il y a la sœur de la... attends, je sais pas de conneries. Je crois que c'est la sœur de la première femme du grand-père qui est mort. Il y a la nouvelle femme du grand-père qui est mort qui est suspecte parce que elle se serait entichée du précepteur des petits-enfants. La 4e de couverture parle des petits-enfants. Mais il y a aussi donc la sœur de ces 2 petits-enfants qui est la conjointe du narrateur. Il y a leurs parents qui ont tous les 2 indépendamment des raisons plausibles de vouloir tuer le grand-père. Il y a le frère et le frère du père, donc l'oncle et son épouse, mais il y a aussi du personnel parce que c'est des gens qui sont très riches, donc ils ont des domestiques, une nanny, voilà, d'autres personnages, et tous ces personnages, je les ai trouvés chiants, mais tout ce qui concernait... il y avait un testament, le testament a disparu, il a refait le testament avant de mourir, on a retrouvé le testament, mais ce n'est pas le bon testament, parce qu'il y a le notaire qui est là aussi, il y a, voilà, tel personnage, il a fait une société, mais la société s'est écroulée, si jamais le grand-père meurt, c'est qui touche l'argent, et toi tu te dis, d'accord, mais ça c'est la bouillasse des fausses pistes, ça. Si c'est quoi que ce soit qui a un rapport avec la résolution de l'énigme, je vais être très déçu. Donc je préfère penser que ça n'a rien à voir avec la résolution de l'énigme. Par contre, il y a tel et tel personnage qui sont vraiment intrigants. Est-ce que c'est eux qui ont fait le coup? Et je vais pas en dire plus. Mais quand même, à un moment donné, elle avait réussi à m'attraper. C'est-à-dire que moi, j'étais persuadé que c'était quelqu'un. Il arrive quelque chose concernant ce quelqu'un qui fait que je me dis « Ah, alors peut-être pas !» Mais alors du coup, et là, j'étais dedans. Et la résolution est très satisfaisante. Ça, on peut pas le retirer à Agatha Christie. J'ai encore jamais lu d'Agatha Christie où, à la fin, je me suis dit tous les Agatha Christie, je suis très satisfait par la résolution de l'énigme, de l'enquête. Et là, ça fait pas exception. C'est-à-dire que la résolution, peu importe à quel point je l'ai vu venir ou non, il y a un vrai élément de satisfaction qui est un peu gâché par le fait que je pense que Agatha Christie voulait construire un sentiment vis-à-vis de ce personnage qui se révèle être le tueur, et que je pense que ça n'a pas pris avec moi. On en parlera plus en détail si vous voulez en savoir plus, si vous avez lu le livre et que vous voulez avoir plus de détails, ou si vous voulez juste avoir plus de détails, je vous rappelle, venez me voir demain soir ou demain après-midi sur Twitch, LinksTS. Vous pouvez suivre la chaîne pour avoir une notification quand je vais en live, et on en parlera plus en détail, et là je vous donnerai les noms des personnages, je vous dirai pourquoi, qu'est-ce que je pense qu'Agatha Christie voulait qu'on pense, pourquoi ça n'a pas marché, etc. On en parlera plus en détail. Là, je pars du principe qu'il y a pas mal de gens qui regardent la vidéo sans la regarder, qui l'écoutent, et qui sont occupés par ailleurs, en voiture, la fameuse team vaisselle, la team sport, la team... voilà. Plein de gens qui font autre chose et qui écoutent la vidéo plus qu'ils ne la regardent, et je me dis, ils ne peuvent pas passer ce passage-là, et ils ne veulent peut-être pas être spoilés, donc je ne spoil pas. Par contre, sur Twitch, si vous êtes sur Twitch, je considère que vous êtes là pour vous faire spoiler. Et enfin, et c'est un peu dommage de finir là-dessus, c'est Camille qui avait acheté ce livre en se disant il a l'air rigolo, Revive l'empereur de Romain Puertola, peut-être Puertolaz, il a écrit livre offert pour 2 livres de poche achetés, et Camille disait ce livre-là a l'air drôle, et franchement il commence drôle, je vous lis la 4e de couverture. Maintenu en parfait état de conservation par les eaux glaciales de la mer du Nord, repêché par un chalutier Findus puis décongelé, Napoléon Bonaparte revient à la vie au moment des attentats djihadistes de Paris, juste à temps pour sauver le monde. Une fable loufoque et jubilatoire par un auteur qui s'est imposé en quelques années dans les meilleures ventes. Alors, d'une part, c'est extrêmement daté. C'est-à-dire que effectivement, ça parle des attentats de Charlie Hebdo. Pour une raison qui m'échappe, il appelle Charlie Hebdo l'hebdo des Charlots, pour une blague avec un personnage qui a un t-shirt « Je suis Charlot » et quelqu'un a ajouté un devant. Bon, c'est pas une blague hilarante, quoi. Mais voilà. Mais tous les autres personnages ont leur nom. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils croisent François Hollande et Nicolas Sarkozy avec le bon goût que vous imaginez. Et ouais, et c'est très... ça commence drôle, ça commence un peu bah voilà, loufoque, un peu absurde, franchement absurde. Et très vite, ça vire au très lourd. Extrêmement, voilà, je vous dis, extrêmement marqué dans le temps, genre juste après Charlie Hebdo juste après les attentats de Charlie Hebdo, donc janvier 2015, et l'humour devient très vite
franchement beauf. En plus, c'est un des livres que Camille a lu pendant que je donnais le biberon à la petite, donc il y a tout un passage dans un hôpital psychiatrique, ce qui est l'occasion de mille esclafades, n'est-ce pas imaginez quelqu'un faire la poule ou nager la brasse par terre, tout nu. Bon, Camille s'est pas passé tout seul, parce que Camille elle est infirmière en psychiatrie et du coup elle a un vrai problème avec l'espèce de vision caricaturale qu'on a des instituts de santé psychiatrique. Ouais, cette vision un peu hollywoodienne, un peu, mais vraiment un peu fantasmée, quoi, des chambres capitonnées, des malades en camisole de force qui marchent contre les murs et qui répètent tout le temps la même chose. Que là, voilà, là ils s'en donnent à cœur joie, quoi. Aujourd'hui on appelle ça de la psychophobie, quoi, si tu veux, de ce genre d'humour. Alors c'est sexiste aussi. Mais c'est sous couvert d'humour, donc t'as envie de dire, je vais pas t'emmerder parce que t'essayes de faire rire, c'est juste que c'est... Je pense que la société a pas mal évolué depuis 2015 aussi, et qu'il y a beaucoup de vannes qui passeraient pas. À un moment donné, Napoléon découvre une de ses descendantes, et ouais, et la description est sexiste et grossophobe on va trouver, attendez, bougez pas, je vais vous la trouver, je vais vous la lire pour que ce soit plus clair. On parle beaucoup de la kick à Napoléon. Je pensais vraiment pas que c'était un sujet de discussion à ce point drôle, que Napoléon avait, semble-t-il, un petit zizi, que là on se marre bien. Donc voilà, en plus ils vont dans un hôpital psychiatrique et du coup il y a des gens qui se prennent pour Napoléon. L'hilarité. Je suis dur, hein, c'est juste que c'est le problème des comédies, c'est que quand ça fait rire, ça fait rire. Et d'ailleurs vous le savez, si vous accrochez pas à mon humour et que vous regardez mes vidéos, c'est un calvaire, quoi. Tu te dis putain la vache mec, ça me fout mal à l'aise. Que là c'est pareil, c'est quand tu rentres pas dedans, tu rentres pas dedans. Mais l'avantage de vous lire un passage, c'est aussi que l'hôpital s'appelle Sainte-Verge. L'avantage c'est que si ça te fait rire, bah ça te fait rire. Et aussi je suis pas... ça colle pas à l'image que j'ai de Napoléon. Après j'y connais rien en histoire et j'ai sans doute une vision un peu caricaturale de la personnalité, si vous voulez, de Napoléon, mais alors, on est un peu à des années-lumière, quoi. C'est-à-dire que là, on a un Napoléon extrêmement progressiste. Je me figure pas Napoléon progressiste. C'est-à-dire que Napoléon, il part faire la guerre contre les djihadistes avec 12 danseuses du French Cancan et 3 personnes, quoi, et 3 autres personnes, en mode nous allons les vaincre avec des idées. Et je me dis, je vois pas Napoléon faire ça. Je vois Napoléon aller se battre avec une armée de gens armés, bien armés. Mais peut-être que j'ai tort, hein. Je connais pas du tout Napoléon. Ah, alors, Georgette, la descendante de Napoléon, vivait au comptoir du bar Le Chaud Lapin dans le quartier de Pigalle. Elle en était le pilier, littéralement parlant, que son acception se réfère au monde de l'architecture ou à celui du rugby. Un bon gros pilier, du genre de ceux qui soutiennent des cathédrales ou composent le 15 de France. Ils avaient dû construire l'établissement autour d'elle d'ailleurs, parce que vu ses dimensions, elle ne passait sûrement pas par la porte. On ne pouvait pas dire qu'elle ait beaucoup de grâce. En revanche, pour ce qui était de la graisse, elle en avait à revendre. Des wagons entiers. Elle aurait pu fournir à elle seule la matière première pour la confection de 10 000 sticks pour lèvres Nivea et Labello. Elle était LA solution au massacre des baleines et des bébés phoques au Groenland. Dans un souci de se rendre plus aguichante, elle avait revêtu un débardeur à paillettes noires, parce que ça amincissait, dont dépassait un gigantesque ventre qui était à lui seul une concurrence déloyale à Flamby, ainsi que 2 énormes bras qui avaient la taille de ses cuisses. Le poulet à 4 cuisses existait bel et bien, ce n'était pas une légende. Devant elle, il y avait un ballon de vin blanc presque vide, une soucoupe de cacahuètes et quelques tickets de loto sportif froissés. Voilà la lettre que lui avait signalée le racoleur qui faisait les 100 pas sur le trottoir. Il devait sûrement y avoir erreur. Le sang impérial de Napoléon ne pouvait couler dans les veines de cette femme qui descendait du vin blanc bon marché comme du petit lait dans l'espoir que quelques clients de passage se perdent dans ce bar miteux et soient assez sous pour vouloir s'aventurer en elle. S'aventurer était le mot adéquat pour qualifier l'expédition qui attendait le malheureux, dans le cas où la dame de compagnie pourrait encore être en mesure d'offrir quelques services. Mais quel service? Elle ne semblait même pas en état de pouvoir faire la conversation. Voilà. Au-delà du fait que je trouve ça pas drôle, je trouve ça nul, quoi. Mais c'est mon avis personnel. Vous, si ça vous fait rire, franchement... cool, on vit dans un monde à chier, on a bien le droit de trouver du divertissement où on peut. Si ça vous fait rire, riez, voilà, vous emmerdez pas. Et voilà, si ce livre fait rire des gens, cool pour lui, cool pour vous. Moi, ça a pas été une lecture facile. Je crois que Camille, ça a été une lecture encore plus difficile. Et comme je vous dis, je suis vraiment pas convaincu que... puis il y a aussi un truc qui m'énerve, c'est que Napoléon est vraiment présenté comme très intelligent, excellent amant. Il a toutes les qualités, quoi, Napoléon. Très compréhensif, très progressiste. Et je me dis, mets-y des défauts quand même à ton personnage, parce qu'au bout d'un moment, merde, quoi. Au bout d'un moment, les super-héros, enfin voilà, Napoléon super-héros,
C'est une vraie personne, Napoléon, quoi. Qui est pas toute blanche non plus, Napoléon. C'est pas neutre, Napoléon, comme choix de héros. Bref, moi j'ai pas aimé, vraiment pas aimé, mais ça peut être à votre goût. Vous lirez et vous me direz ce que vous en pensez, et on en parle demain soir sur l'XTS, sur Twitch. D'ici là, je vais vous donner mes livres dans les livres du mois dans mon ordre de recommandation. Et après ça, on se quitte sur la question de la semaine. Dernière place, Revive l'Empereur. Hein, ça, il n'y a pas beaucoup de suspense là-dessus. Hop, celui-là, je vous le suggère pas. Il y a d'autres livres plus drôles dans à peu près le même esprit. Ensuite, nous avons La planète des chats de Bernard Werber. Donc toute la trilogie des chats de Bernard Werber. C'est pas que je vous la suggère pas, c'est que Bernard Werber a écrit de meilleurs livres d'après moi. Ça s'adresse vraiment aux fans de Bernard Werber, et si vous êtes fan de Bernard Werber, vous l'avez probablement déjà lu. C'est dans la trempe de ce qu'il fait habituellement. Ensuite, La Maison Biscornue d'Agatha Christie, à peu près le même commentaire, dans le sens où c'est un Agatha Christie correct, mais vu ce qu'elle écrit par ailleurs, c'est un peu... Je vous recommande pas le correct, quoi, si vous voulez. Je vous recommande l'excellent. Si vous avez pas lu Ils étaient 10, Le crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, Les 5 petits cochons, La nuit qui ne finit pas, Le meurtre de Roger Ackroyd, bref, elle a écrit d'autres livres qui sont vraiment très bons. Privilégiez cela. La Maison Biscornue, il est bien. Moi, voilà, il est bien. Il est bien. Ensuite, nous avons Baby Faces de Marie Desplechin. Tout petit livre, très très chouette, très mignon. Pas besoin de connaître le catch pour le lire, juste besoin d'avoir encore un peu une âme d'enfant, et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Ensuite, nous avons La Patience du Diable de Maxime Chatham, le deuxième tome de la trilogie de la section de recherche de Maxime Chatham après La Conjuration Primitive. La Conjuration Primitive est mieux, La Patience du Diable est bien, et le troisième tome s'appelle... Au-delà de je l'ai en double, mais c'était sûr. L'Appel du néant. C'était sûr que j'allais finir par acheter un livre de Maxime Chatham parce que j'oublie les titres de ces livres. Et j'oublie quels livres font partie de quelle trilogie, quels livres font partie de quelle saga. Donc c'était sûr que j'allais finir par acheter en double. Je vais le lire, donc L'Appel du néant. D'ici là, La Patience du Diable, je vous le recommande. C'est un thriller vraiment chouette. Ensuite, le livre de l'un d'entre vous et de l'un peut-être pas d'entre vous, Magister Dixit de Sandro Galeazzi et Guillaume Grasse. Un thriller écrit entre autres donc par Sandro Galeazzi qui regarde ces vidéos. Très chouette, un thriller dans l'univers pharmaceutique qui est à mi-chemin entre la science-fiction et le thriller, quoi, le thriller policier. Vraiment cool, bon suspense. Une deuxième partie un peu, j'ai pas envie de dire anecdotique, mais j'ai envie de dire un peu superflue, mais quand même une lecture franchement agréable. Franchement agréable, mais si je devais vous recommander un livre, et comme à chaque fois qu'elle passe dans un coin lecture, c'est toujours son moi à elle, Margaret Atwood, La femme comestible, le tout premier roman de Margaret Atwood, et déjà elle met les bases de j'ai un humour vraiment drôle, je suis très visionnaire, très intelligente, et je vous invite à passer un bon moment de lecture qui va non seulement vous amener à vous questionner, mais aussi qui va vous faire juste passer un bon moment de lecture. Et ça, c'est ce qu'apporte Margaret Atwood et ce qu'elle apporte depuis les années fucking 60. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se donne rendez-vous. Le mois prochain, c'est juillet. C'est juillet, donc vous savez qu'est-ce que c'est comme mois? C'est le mois spécial Disney. C'est le mois où je vais lire des livres qui ont été adaptés en dessin animé Disney. Je dis dessin animé, mais il n'est pas exclu que je lise des livres qui ont été adaptés en film Disney. Là, j'ai commencé avec La Petite Sirène et autres contes d'Anderson, et aussi Les Aventures de Oliver Twist, qui ont donc été adaptés sous le titre Oliver et compagnie dans le dessin animé. Mais voilà, tout le mois, on va parler de livres qui ont été adaptés en film Disney. Surtout des classiques d'animation, probablement que des classiques d'animation, on va voir. J'ai pas encore fini de choisir les livres dont j'allais parler le mois prochain. Mais surtout, la semaine prochaine, c'est la première semaine de juillet. Ça veut donc dire que ça sera le coin lecture, où dans les commentaires, vous pourrez mettre les suggestions pour le coin lecture spécial, vos suggestions qui a lieu en décembre. Vous savez comment ça marche, je piocherai dans les commentaires. C'est pas piocher, je noterai les 480 premières propositions. Et cette année, le moins de travail pour moi possible. Parce que pour ceux qui n'ont pas fait le concours l'année dernière, très globalement, il y a eu plusieurs petites entourloupes à la con qui m'ont bien salé. J'ai essayé de peaufiner le concours pour que ça soit à la fois le plus juste possible, mais aussi le plus intéressant possible. Et plusieurs personnes sont venues se plaindre, et à chaque fois que je publiais un post, et c'est un post tous les jours à partir d'un certain moment, toujours il y avait des gens pour se plaindre. Et ça m'a gonflé quelque chose de concret. Donc je me suis dit, de deux choses l'une, soit l'année prochaine j'en fais pas, soit
voilà, je bazarde toutes mes règles. Donc pas de livres qui sont qualifiés parce qu'ils ont bien gazé l'année dernière, pas de pondérage des voix, pas de... Voilà, là ça va être purement et strictement un concours de popularité. Donc vous pourrez suggérer, si vous voulez, la semaine prochaine, un livre qui n'est absolument pas connu ou un livre qui n'est absolument pas populaire. Il a 0 chance de gagner. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Cela étant dit, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner parce que je me dis, les résultats sont pas courus d'avance non plus. Dans le sens où... Ah! Et il y aura 2 autres règles que j'ai oublié de vous préciser. 1, je me réserve le droit de virer un livre si je veux, c'est-à-dire que c'est moi qui les lis, donc c'est moi qui décide. Je vous laisse le choix, mais c'est moi qui ai le mot final de toute façon. Et peut-être dès la phase des qualifications, je peux virer un livre quand je veux, d'accord? On est bien d'accord là-dessus. Et deuxième chose, que des romans. Pas d'essais, pas de poésie, pas de théâtre, pas de livres de recettes, exemple pris au hasard, que des romans. Ça peut être des romans issus de faits réels, ça peut être des autofictions, mais des romans. On en reparlera la semaine prochaine, quand on parlera entre autres de La Petite Sirène, je pense. Peut-être pas de La Petite Sirène, je sais pas de quoi on parlera la semaine prochaine, mais voilà. On commence le mois spécial Disney, et dans les commentaires, je prendrai les 480 premières suggestions pour en faire les livres qui seront dans le concours pour le coin lecture spécial vos suggestions. Donc d'ici à la semaine prochaine, j'espère que vous serez nombreux à venir demain soir sur LinksTS, sur Twitch, pour qu'on parle de tout ça. D'ici demain, et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une très bonne soirée, et reposez-vous bien. Bisous. Ciao.